coup, aujourd'hui, ce matin, on va essayer de commencer à regarder un truc qui s'appelle les Rustlings. Donc on avait déjà fait les Rust Koans, qui étaient des petits exercices basés sur les tests euh, qui étaient faits pour guider un peu dans l'apprentissage des bases de Rust. Donc on avait fait le tour de tout ça. Ça fait un petit moment, j'ai dû oublier plein de trucs. Et il y a un deuxième truc qui existe, qui est assez populaire côté Rust, qui s'appelle les Rustlings, qui sont des petits exercices thématiques là aussi. Donc on va reprendre à peu près les mêmes bases, je pense, dans un ordre sûrement légèrement différent. Donc c'est basé sur ce projet-là qu'on voit à l'écran. Rustlang / Rustlings. On a un joli readme. Alors ce que j'ai fait, on va se servir à la fois de ce readme. On va se servir de ce qu'ils appellent The Book, qui est en fait doc.rustlang.org. Il y a un bouquin qui est fourni. Hop, on a le format HTML qui est dispo ici, voilà. Donc là, on a toute l'arborescence et toute une description de qu'est-ce que c'est que Rust, etc. Et thématiquement, en fait, on reviendra sûrement sur ce doc pour réussir à avancer quand on comprend pas. Donc les installs, elle est faite, hein. J'avais déjà installé Rust au moment où je faisais les... Salut Électrotistique. J'avais déjà installé tout ça au moment où j'avais fait les Koan Rust. Donc on va pas le faire dans le browser. J'ai déjà cloné le repo, on va s'épargner ça. Et j'ai déjà setup mon IDE. Donc j'utilise IntelliJ mais on peut utiliser d'autres IDE. Et donc le principe, il nous explique qu'on va juste faire du Rustling Watch pour passer dans l'ordre, dans un ordre thématique. Il conseille ça pour les nouveaux venus. Donc, je vais vous partager le bon IDE. Tac. Donc, voilà notre IDE dans lequel on va travailler. Et donc, on a dit qu'on allait juste faire un Rustlings Watch, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc, le Watch, en fait, il va lancer régulièrement la même commande, qui est un Rustling Verify. À chaque fois qu'on va modifier des fichiers dans SRC Exercises. Donc tout cela, chaque fois qu'on va modifier ce fichier-là, il va relancer une compilation et il va nous ressortir les erreurs qu'on aurait ratées. Donc, alors, compilation de variable 1, donc exercice variable. Donc à chaque fois, en fait, donc ce qu'il y a dans SRC, c'est juste des fichiers Rust qui compilent et qui vérifient. Donc je pense pas que c'est ça qu'on va changer. Visiblement pas. Par contre, il va aller lancer des trucs qu'il y a dans exercice, et là notamment variable et variable 1. Où il y aura très certainement nos premiers exos. Il conseille systématiquement d'aller lire le readme, donc on va passer juste en vue lecture. Donc les variables. Dans Rust, les variables sont immutables par défaut, sinon il faut préciser mute. Quand une variable est immutable, une fois qu'une valeur lui est associée, on ne peut plus la changer. Ça paraît logique pour les trucs immutables. Et on peut les rendre mutables en ajoutant mute devant le nom de la variable. Ok. Donc variable 1. On a une fonction m, x égale 5. Donc là, le problème, c'est qu'il faut juste la définir, en fait. Je me souviens plus ce que c'est pas def, c'est pas var, c'est pas val non plus, c'est pas cons, c'est pas cons non plus. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. On va retrouver ça. Hein. Je crois que c'est let, du coup.
Ouais, c'est ça. Donc let va nous permettre de définir une variable, x égale à 5, et ensuite on affiche x à la valeur 5. Et donc si je sauvegarde ça, pas du tout, si. Ok. Donc il a réussi à lancer variable 1. Donc c'est bien ça, on va faire du pas à pas, et chaque fois on va corriger, passer au suivant, ainsi de suite. Ok. You can keep working on this exercise or jump into the next one. Ah, by removing the I'm not done comment. Donc on vire celui-là. Hop, il recompile. Et du coup, on casse bien dans variable 2. Variable 2, let x, if x égale à 10, println 10, else not 10. Ah, donc là, il veut qu'on lui donne un type. Je crois que c'est un i32. Donc 2 points et le type qu'on veut lui associer. Donc là, normalement, ça devrait passer. Pas du tout. Effectivement, x est potentiellement non affecté ici. Ce qui est logique. Après, je pourrais l'associer bêtement comme ça. C'est pas terrible, ça marcherait. Ah. On va essayer ça. Je veux juste être sûr de ce que je fais. Cannot infer the type, ça on est d'accord. Donc j'ai bien annoté la ligne 7 avec un type. Mais du coup il me dit que x peut ne pas être initialisé ici. Donc on lui a donné une valeur. Mettons. Si vous faites les deux, de quel type il devrait être? Ah, qu'en est-il si c'est du même type et qu'en est-il si c'est un type différent? C'est une bonne question. Donc si on re-regarde, donc là ça passe, hein. Effectivement, il nous dit not 10, ce qui paraît logique. Qu'est-ce qui se passe si ici on met du i64 par exemple? Ça devrait marcher aussi, je suppose. Ouais, ça paraît logique. Donc ça nous permettra juste de forcer le type. Ok, on passe à l'exo 3. Alors... let x égale 3, donc il m'infère le type i32. Println number x, x égale 5. Don't change this line. Donc en fait, le problème, c'est qu'on essaie de réaffecter une variable qui est immutable. Voilà, cannot assign twice to immutable variable. Donc pour régler ça, on va juste rendre notre variable mutable. Ok, parfait. Donc on passe à l'exo 4. Alors, là il est juste pas initialisé. Ouais, c'est pas terrible. On va vérifier quand même, on va lancer le Rustlings int variable. Ça me paraît bizarre, hein. C'est pas très... Ah, c'est ça, on n'a pas donné de valeur. On ne peut pas afficher quelque chose qui n'est pas là. On peut essayer de lui donner une valeur. Ok. Donc c'est juste pour mettre en avant le fait que le compilateur Rust va nous prévenir quand on oublie d'initialiser une variable. Ok, c'est parti. Variable 5.
Alors, let number, c'est un string. C'est une référence sur du str à vérifier. Je sais que c'est la partie que je trouve un peu compliquée aussi en Rust, la gestion des chaînes de caractères. Après, probablement qu'à force de pratiquer, ça va le faire, mais... Donc, ne pas changer cette ligne. Spell number. Number égale 3. Oula. Number plus 2. Ok. Donc c'est plutôt qu'on veut y donner 5 ici, en fait. Si je dis pas bêtise. Si je dis pas de bêtises. C'est comme ça. Ah ben non. Qu'est-ce qui lui va pas, là, pour le coup? Il me dit, attention, str, c'est un string. Donc ils veulent pas qu'on change cette ligne. Donc il y a plusieurs trucs, là. Là, il est pas content du typage de celui-là. Il me dit, je m'attendais à avoir un string, j'ai eu un entier. Et ici, il me dit, attention, à gauche, j'ai un str, et t'essaies d'y enlever de un int, si je dis pas de bêtises. Cannot add integer to str. Le problème, c'est que j'y vois plusieurs solutions. Donc, si on n'a pas le droit de changer cette ligne, potentiellement, on peut changer celle-là. On n'a pas besoin de mute sur des strings, c'est bizarre. Si j'essaie ça, donc. Avec des doubles cotes. Qu'est-ce qui se passe? Il est plus capable d'ajouter 2. Le premier, ça passe. Les types sont bons. Et j'ai pas de problème de variable mutable parce qu'on change une référence. C'est probablement ça. Bon, eh bien on va devoir... Là, c'est pas pour vérifier, c'est pour tricher. Oh, ok, donc ici, ça nous aide pas de rendre la variable mutable parce qu'on veut assigner à une valeur d'un type différent, à une variable existante. Parfois, on veut aussi réutiliser des noms de variables parce qu'on convertit des valeurs dans des types différents. Ok, donc ce qu'on veut, en fait, c'est... Ce qu'on veut au final, ici, c'est repréciser qu'on... réaffecter un nombre à cette variable-là. On peut pas faire ça, j'imagine. Ouais, peut-être que si. Pourquoi j'ai encore des erreurs sur les mismatch types? Ok, non, c'est des biologues, en fait. Ok, donc visiblement, c'est ça qu'on voulait faire. Donc, heureusement, Rust a une solution puissante. Le shadowing. Donc, le shadowing, dans la plupart des langages, et celui-là, visiblement, fait pas exception, ça permet d'écraser la valeur d'une variable pour un scope donné. Donc là, sur ce scope-là, l'utilisation de cette variable-là sera écrasée. Ok. Celui-là, c'est bon. Et du coup, on plante bien dans variable 6. Ah, c'est marrant, il n'y a pas le I'm not done ici. Alors... Let number égale 3. Donc, ça ressemble beaucoup au précédent. Pourquoi il nous crie dessus sur le const?
Pardon? Je suis... Ah, parce que je suis pas dans le bon fichier. Ça doit jouer. Ok. Const number égale 3. Number. Provide a type for the item. C'est bizarre qu'il l'ait pas inféré là du coup. Ok, on va redemander les explications. C'est toujours intéressant. Mais donc les constantes sont toujours immutables. Ils sont déclarés avec le mot-clé const plutôt que let. Ok, ils doivent être annotés. Donc on est obligé de forcer leur type. Ok, il y a un chapitre qui explique ça dans le livre. On va pas lire tout le livre, hein. C'est pas l'objectif. On va juste essayer d'avancer tranquillement. Du coup, cette fois, je peux virer le iNoteDone. Et là, on devrait changer de section. Exactement. On passe aux fonctions. fn main call me. C'est juste un truc comme ça. Avec un underscore, me semble-t-il. Ouais, je suppose que c'est ça qu'il fallait faire. Juste créer une fonction et l'appeler. Ça y ressemble. Ah, on pouvait la définir après plutôt. Ok, pourquoi pas. Donc là, on veut une fonction qui prend un paramètre. Il faut lui donner un type, visiblement. Avec un i, ça marchera mieux. On pourrait même s'amuser à mettre juste du i8. Ça devrait suffire. Et donc de 1 à notre nombre, on va afficher notre nombre plus 1. Ok, ben ça passe. Hein. On va skip ça. Ok, function tree. Ah, pardon. On n'a pas vu le readme. On va apprendre à écrire des fonctions et comment le compiler Rust peut remonter les traces. Ok. Donc le 3, notre main appelle callMe sans paramètres. Bah, c'est juste ça, non? Il ressemble, hein. Ok, pas passionnant celui-là. On avance. Le 4. Alors, ce store fait une vente. Ou si le prix est un nombre pair, on a une réduction de 10 Rustbucks. Mais s'il est impair, c'est une réduction de 3. Pourquoi il y a une flèche ici? C'est le type de retour. Donc ça retourne un i32 probablement. C'est tout? Ok. Donc on voit que le compiler nous aidait. Nous suggérait aussi de préciser le type ici. Donc on vérifie. Donc on a un prix de base à 51. On appelle la méthode avec. La méthode prend un i32 et retourne un i32. Donc elle prend le prix et elle retourne le prix avec réduction. On n'a pas de return, on return directement la dernière chose du bloc. La dernière instruction du bloc. On a une méthode isEven qui prend un num32 et retourne un booléen.
fait juste un mode 2 égale à 0. Ok. On peut on peut virer ça et passer au 5. Ok. Donc, le compileur nous dit, on s'attendait à avoir du i32, mais tu retournes rien. Effectivement, on fait du println. Donc ici, il faudrait qu'on retourne notre answer. Si je dis pas de bêtises. Ah, non. Ah non, c'est dans la méthode square, pardon. Pourquoi il retourne rien? Non, non, le main, on s'en fiche, c'est ici. C'est ici qu'on retourne rien. Quelle est notre différence par rapport à ici? Huh. Donc ça retourne implicitement. Je pense que ça ressemble du type unit. Étant donné que son body n'a pas de tail ou d'expression return. Ah! En fait, c'est à cause du point virgule. Donc si je vire ce point virgule là, ça marche. Une autre option, c'est d'avoir un return devant avec le point virgule. Et si on fait un truc genre ça, est-ce que ça marche? Je crois que oui. Ok. Donc il suffit que la dernière ligne n'ait pas de point virgule. Pour qu'il fasse le return automatiquement. Ouais, moi j'ai été un peu vite en besogne, non? Non, là on a tout qui marche. Ah ok, c'est les if. Je comprenais pas pourquoi ça plantait. Donc les if. Le plus basique. Le type de flow de contrôle le plus basique. Ok. Bon, à chaque fois, on a un lien vers la doc dans le Rustbook. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal sans. Je le lirai à part, je pense, mais quand j'arriverai à me motiver. On veut retourner le plus grand des deux nombres. On ne veut pas utiliser d'autres appels de fonctions, ni de variables en plus. Donc ce qu'on veut faire, c'est un if. A strictement supérieur à B. A else B. Avec des accolades probablement. Ok. C'est pas très joli. Ça ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de faire. Ok, ça me va. C'est déjà mieux. Donc on plante bien dans le if 2. Step 1, faire en sorte que ça compile. Step 2, faire passer les tests bar for fuzz et default to base. Ok, donc, d'abord on veut faire compiler. Donc qu'est-ce qui compile pas? C'est le 1. Ici, on s'attendait à avoir un string et on a eu un entier. Donc,
Physish. Et physish égale phys fou. Sinon, on peut retourner bar, par exemple. Vu qu'il est censé retourner un string. Ouais, il veut un base, en fait, je crois. Au lieu du bar. Donc, le default to base stdout, c'est le default ici. On voudrait que ça soit un base. Literally anything, c'est ça. Quand on met n'importe quoi, on veut retourner base. Donc, fizz, foo, fuzz, bar. Test result failed. Il y en a un qui a fail. Faut savoir lequel. Donc ces deux-là ont marché. Celui qui n'a pas marché, c'est le bar. Bar for fuzz. Celui-là, là. Donc fuzz, bar. On va être obligé de rajouter un if, un else, je pense. Un else if, probablement. Genre un else if physish égale à je sais pas quoi. C'est fuzz, je crois. Ok. Bon, c'est juste un if else if, quoi. Et on passe à quiz 1. Ah, fin de section, on a un petit quiz. Un readme. Ok, ils nous font un lien entre les chapitres du bouquin, systématiquement, et les exos qu'on a fait. Ok, intéressant. Donc c'est un quiz sur les variables et les fonctions. Mary achète des pommes. Une pomme coûte généralement 2 rustbucks. Mais si vous en achetez plus de 40 d'un coup, chaque pomme ne coûte plus que 1. Écrivez une fonction qui calcule le prix d'une commande de pommes étant donné la quantité achetée. Pas d'aide cette fois. Donc la fonction va devoir s'appeler calculate apple price. Tac. Donc elle va prendre apples de type i32 et elle va retourner du i32. Si apples est strictement supérieur à 40, on va retourner apples. Et sinon, on va retourner apples, c'est supérieur ou égal, je suppose, à 40. Et sinon, on va retourner apples x2. On veut bien 70, 80, 65. Donc c'est strictement. Parce que pour le cas 40, ici, on veut quand même le double. Ok, ça a l'air bien. C'est marrant, ça veut dire que les trucs qui exécutent ces watch là, ils vont surveiller les contenus du texte du fichier. Donc le quiz 2, c'est sur les strings, mais on n'a pas fait les strings encore, donc c'est probablement pas là qu'il faut qu'on aille. Non. On passe dans les move semantics.
Alors, on va lire le readme de la section, vite fait. Ah. Ces exercices sont adaptés de PNK Felix, du tutoriel Rust. Ça peut être intéressant aussi, à noter pour plus tard. Plus d'informations. Pour cette section, Ah ok, c'est sur le borrowing et le ownership. Il y a un concept assez fondamental en Rust. Et qui évite plein de déconvenus. On va voir ça. Ok, donc... Alors, on peut pas... Vec new. Ah, pardon. Ok, donc. Donc, on instancie un nouveau vecteur. Jusqu'ici, tout va bien. Et ce vecteur, on veut le passer en paramètre d'une méthode. Donc, pour ce faire... Là, on essaie de créer une copie mutable et d'y rajouter des choses dedans avant de le retourner. Déjà, à quelle ligne on se fait bananer? À la ligne 9. Alors, en fait, le fait est que cette méthode nous retourne du mutable. Même pas. Qu'est-ce qui se passe si on fait juste ça? Ça marche, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. On va se refaire un peu de doc. Cannot borrow immutable local variable avec 1. Non, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Donc l'erreur se produit à la ligne 13, et par contre il nous donne un int, le compiler, pour nous dire peut-être tu pourrais rendre celle-là mutable. Mais alors, qu'est-ce que ça change dans ce cas-là? Ouais, je trouve le int pas super bien foutu. Il explique assez mal là sur ce coup-là. Donc on a rendu vec un mutable pour pouvoir faire un push dessus. Dommage, on peut pas aller voir la définition du push. Donc visiblement, il faut que la variable soit mutable pour pouvoir appeler push dessus, sur le vec. On a le cas ici aussi, on le déclare mutable avant de faire des push. Bon, ben on va voir si les exos suivants nous donnent plus de int là-dessus. Si jamais, il faudra creuser ce concept. Donc il faudra aller lire le bouquin. Je vous épargnerai un peu ça, mais je vous ferai un résumé la fois d'après, probablement. Ok. Faites en sorte que je compile. Alors là, il n'y en avait rien qui était conseillé, mais là, faites en sorte que ça compile sans changer la ligne 13. Donc la ligne 13 étant celle-ci. Alors, vec0 a une longueur de vec0.length et un contenu de vec0. Vec1 est un new vecteur.
Donc est-ce qu'on veut expliciter que cette méthode doit nous changer ce... Mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc sur la ligne 8, ils nous disent il y a un move qui se passe, qui se produit, parce que vec0 est de type vec i32, qui n'a pas le trait de copie, donc il n'a pas la fonctionnalité de copie intégrée lui. Et la valeur est déplacée ici. Donc là on fait un move de cette valeur. Donc on va aller voir un petit peu la doc là-dessus. On va cacher ça. Et si... On va aller voir les références et le borrowing. Mhm. Donc c'est ça, hein. On fait une référence vers la valeur plutôt que plutôt que de l'utiliser en dur. Donc qu'est-ce qui se passe si j'essaie de passer... Les types vont pas matcher. Non, c'est ça, le type matche pas. Du coup, référence mutable. First mutable borrow occurs here. Second. Alors que je lise bien en détail tout ce chapitre. Mais il a l'air intéressant. Si je le rendais mutable, qu'est-ce qui se passerait en fait? Ça fait pareil. On fait quand même un move ici. Donc le move, en fait, ça veut dire que cette variable, on va la donner à cette fonction-là, et du coup, on ne l'a plus dans la fonction à plante. L'idée de base, c'est ça, si je comprends bien. Et du coup, on peut plus la réutiliser après, pour appeler des méthodes dessus. Voilà. Intéressant, les règles de référence. On va regarder ça. Hop. Pardon, je fais n'importe quoi. Hop. Donc on regarde déjà le récapitulatif. Donc, à un moment donné dans le temps, on peut avoir uniquement une référence mutable ou n'importe quel nombre de références immutables. Donc on peut avoir qu'une référence mutable à un moment donné. Ah, et c'est un OU. Donc n'importe quel nombre de références immutables, oui. Parce que, vu qu'on sait qu'on va pas pouvoir les modifier, on n'est pas embêté. Et donc on ne peut pas avoir deux références mutables. Les références doivent toujours être valides.
Alors... Pourquoi il nous parle du code? Ah oui, d'accord. C'est ça qu'on veut. Ok. Le ownership dans Rust. Donc ça permet de faire des garanties sur la mémoire sans avoir besoin de garbage collector. Donc c'est pour s'assurer qu'on libère tous les trucs mémoire qu'on utilise. Du coup, il est important de comprendre comment le ownership marche dans Rust. Dans ce chapitre, on va parler du ownership, ainsi que de plusieurs fonctionnalités reliées, donc le borrowing, les slices, et comment Rust utilise les données en mémoire. Ok, tous les programmes... Alors, il y a des langages qui ont de la garbage collection, donc c'est notamment typiquement le cas de Java, qui est connu pour ça. Où en fait, on va avoir un processus externe qui va régulièrement, enfin interne, externe ou interne, qui va régulièrement inspecter la mémoire, vérifier ce qui est plus utilisé et le supprimer. Et ça se fait pendant l'exécution du programme, et ça peut du coup parfois poser des problèmes de ralentissement. Ça a été souvent décrit en Java, ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont fait des gros progrès sur les garbage collectors, mais ça engendre quand même certains soucis. Il y a d'autres langages qui n'en ont pas du tout, comme le C, le C++, où on doit faire les free et les malloc. Donc les malloc, c'est des allocations mémoire ou des libérations de zones mémoire à la main. Et si on en oublie, ben, on a des fuites mémoire, et donc nos programmes ils vont utiliser de plus en plus de mémoire. Donc là, le but du jeu dans Rust, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Donc d'être capable de supprimer une variable, qu'une variable soit supprimée automatiquement en mémoire quand elle n'est plus utilisée. Et sans avoir à faire des malloc et des free. Stack. Non, le fait qu'une valeur, pardon, soit dans la stack ou dans la heap, a plus d'effet sur comment le langage va se comporter. Et pourquoi vous allez prendre certaines décisions.
Take only data copy. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait une réaffectation d'une variable. Hein. Ah, c'est ça qui va nous intéresser, le ownership et les fonctions. Passer une variable à une fonction va soit faire un move, soit une copie. Donc ici, on définit S dans le scope, qui devrait normalement aller jusqu'ici. Donc, d'abord X puis S, parce que X avait un scope plus court. Donc là, on déplace S dans la fonction. Donc après cette ligne-là, il sera plus valide. Il sera valide dans le corps de la fonction, take ownership. Et ici, on bouge X dans la fonction. Mais étant donné que i32 est copie, on peut continuer à l'utiliser. C'est à cause du type. Donc là, effectivement, la variable qu'on avait passée ici, son scope commence du coup ici, et se termine ici. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, elle sera plus utilisable dans le reste de notre fonction main. Et celui-là, étant donné que i32 fait des copies, ok. Le fait de retourner des valeurs peut aussi transférer le ownership. Give the ownership moves its return value into S1. Ça d'accord. S2 arrive dans le scope. S2 est move dans takes and give back. Il va aussi retourner sa valeur dans S3. Donc, on va d'abord dégager celui-là. Puis celui-là. Mais non, parce qu'on l'avait déjà donné ici, donc non. Donc on libère S3, S2 avait déjà été libéré. Et du coup, on vire S1. Ok. Ok. Donc là, on crée une variable SumString qui va être retournée à la plan. Et du coup, on va le stocker dans S1 et son scope, son nouveau scope, ça sera ça. Alors, le transfert du ownership des variables de retour. Si on revient sur notre exemple, est-ce qu'on a des billes pour avancer? C'est pas dit. Donc on veut surtout pas changer cette ligne. Et là, on l'a quand même sacrément passé. On n'a pas de clone sur Vec. Ah, peut-être que si, en fait. Donc là, le clone marcherait. Je sais pas si c'est la bonne solution. On va checker.
Donc vec0 est déplacé dans la fonction fillVect. Ça, on est d'accord. On l'appelle la ligne 10. Ce qui veut dire qu'il va être... il va plus être disponible à la fin de la ligne 10. À la fin du corps de la méthode. Ce qui fait qu'on ne peut pas le réutiliser, ligne 13. Jusqu'ici, tout va bien. Donc il y a plusieurs manières de corriger ce problème. On va toutes les essayer. Donc j'ai trouvé une des méthodes, je pense, mais je suis même pas sûr. On va voir. Donc on peut soit faire une version séparée. Donc make another separate version of the data that's in vec0 and pass that to fillVec. Je pense que c'est ce qu'on vient de faire avec le clone. On peut faire en sorte que fillVec borrow ses arguments à la place d'en prendre le ownership. Et ensuite, on peut copier la donnée à l'intérieur de la fonction pour retourner un vec1 i32 qu'on maîtrise et qu'on contrôle. Ou alors, donc les autres options, en fait, ça va changer. On va changer ce qu'on va passer ici. Hein. Ou make fillVec mutably borrow ces arguments qui auront besoin d'être mutables. Modifiez-le directement et ne retournez rien. Si on fait ça, on peut dégager vec1 complètement. Oh le bazar. fillVec borrow its arguments. Ça, je crois que c'est avec des références mutables. Un truc comme ça. Bon, là, il va me gueuler dessus parce que je peux pas, du coup, refaire une affectation juste comme ça. Comment ça se passe? Bon, ça va falloir que je le potasse tout ça. Bon, pour l'instant, je vais laisser le clone. On va laisser le code en l'état. Je vais creuser au moins le chapitre sur le borrowing. Et on essaiera, du coup, la prochaine fois, de mettre en place les solutions 2 et 3. Pour vérifier qu'on comprend bien ça. Parce qu'après, dans les autres, ça va être pareil en plus dur. Hein, donc, ça serait pas mal de bien comprendre le sujet avant. Donc, je vais lire très certainement ces deux articles-là. Donc, le chapitre 4, là, sur ce que c'est que le ownership. Et les références et le borrowing dans la doc Rust. Ah bah c'est pareil, c'est les deux chapitres qui suivent là, le 4.1 et 4.2. Donc notamment les références et le borrowing, c'est ce que j'essayais de faire là. Ah, mais en fait, allez, on va tester vite fait. En fait, c'est que j'avais un problème de syntaxe. Si c'est un évêque. C'était pas du tout un emut, c'était un évêque qu'on voulait faire ici. Donc ça serait la solution 2. Ah oui, ça marche direct. C'est pas drôle. Je m'attendais un peu plus de challenge. Mais là, par contre, je pense que ça nous empêche... Ça push, si. Je pense que ça, on n'a pas le droit, du coup. Il s'en fout tellement.
Bon, à vérifier la différence. Donc il y a ça. Et il y a la référence mutable, qui est l'autre truc que j'essayais de faire. Mais du coup, c'est un truc un peu comme ça. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, en fait. Je m'attendrais à ce qu'il recompile, mais il a pas l'air très motivé. Non, il s'en fout, là. Ah, on en aura fait quelques-uns, quand même. Ah... Expected struct vex found emute. Bon, on verra. Je vais juste laisser celui-là pour voir. Ah. Ça marche. Il y a un point virgule en trop. Moi, je suis obligé de mettre un return. Bon, on n'est pas sorti le cul des ronces. On fera ça la prochaine fois. Mais merci d'avoir suivi, en tout cas. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je vais bosser le sujet du borrowing entre-temps. Et quand je serai prêt, on continuera là-dessus. Ah, c'est une excellente question. Est-ce que je l'utilise... Est-ce que je m'y intéresse pour faire de la veille ou est-ce que je veux l'utiliser au quotidien? Je ne suis pas encore fixé. Je veux déjà me faire un avis dessus et apprendre un peu les concepts un peu avancés. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien avec les langages un peu récents, un peu modernes, c'est qu'ils viennent tous avec un ensemble de fonctionnalités un peu différentes de ce qu'on voyait jusqu'à présent. Et en fait, juste le simple fait qu'il y ait des fonctionnalités différentes dans ces langages-là, ça va nous inciter à écrire du langage plus propre dans d'autres langages aussi. Donc du coup, je sais pas exactement encore si je l'utiliserai massivement ou pas du tout, mais je suis à peu près sûr que d'apprendre tous les concepts qu'il y a derrière, ça va me faire écrire du code plus proprement dans d'autres langages aussi. C'est un peu moins vrai dans du JavaScript, mais je fais pas du tout que ça. Je fais pas mal de Java et de Kotlin, notamment. Et dans chacun de ces langages, en fait, il y a des petits trucs à venir grappiller et à utiliser dans les autres. Voilà un peu l'idée. Avec plaisir. Mais merci d'avoir suivi en tout cas, et à très bientôt. Bonne journée.